Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir présenter cette conférence. Je suis ravi d'avoir été invité dans le cadre de la Semaine du cerveau par le lycée Saint-Luc. Donc bonjour à toutes, à tous. On va parler du cerveau chef d'orchestre. Alors pourquoi un chef d'orchestre? Parce que le cerveau commande tout. Il commande la motricité, il commande la perception des sensations, quelle que soit leur forme. Il s'occupe de la mémoire, on la perd ou on en gagne. On verra que pendant le sommeil, il se passe pas mal de choses aussi. Il consomme de l'énergie. On va parler de tout ça. Donc, je suis médecin neurobiologiste, professeur de biologie moléculaire à la faculté de médecine de Lille. Et donc, je vous emmène pour voir quel rôle de chef d'orchestre le cerveau peut bien jouer. Alors, la tête est bien remplie. À gauche, vous avez une image, disons, un neuropathologiste qui ouvre la boîte crânienne et on voit une espèce d'organe assez mou, riche en graisse, mais il ne nous dévoile pas beaucoup ces détails. Et puis à droite, on a une image d'IRM par tractographie, ce qui permet de voir le mouvement des molécules d'eau dans ces petits fils qui relient les neurones et que sont les axones et les dendrites. On reverra, c'est passionnant. Donc ça, c'est vraiment la vue du cerveau et de ses circuits et de ses réseaux, et vous verrez que c'est évidemment considérable. Donc la tête est bien remplie. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Il y a des cellules, il y a des câbles et il y a des clés chimiques. Alors très amusant, si on retirait tous les neurones que vous avez dans la tête, et que j'ai aussi, ça tiendrait dans une mandarine. Donc finalement, quand un de vos collègues vous dit que vous avez un grelot dans la tête, il a finalement complètement raison. Alors il y a des cellules, entre 200 et 300 milliards, dont 90 milliards de neurones. Alors à quoi servent les autres? Bien, les cellules gliales pour nourrir, aider, réparer, stimuler, soutenir les neurones. Donc c'est vraiment la logistique qui est assurée par les cellules gliales. Après, on a un véritable réseau web miniature qui est câblé. C'est ces fils qui relient les neurones. Il y en a deux grands types. L'axone, qui est le fil principal, et puis des tout petits fils, un peu comme des brindilles sur un arbuste, qui sont les dendrites. Alors les fils, ils peuvent être très courts, quelques dixièmes de millimètres, ou bien quelquefois très longs, plusieurs dizaines de centimètres. Et puis il y a des clés chimiques. Alors c'est quoi les clés chimiques? C'est des neurotransmetteurs qui se comportent vraiment comme des clés, puisque lorsque deux neurones se parlent, eh bien, ils vont échanger un neurotransmetteur. Et le neurone qui reçoit le message, l'influx nerveux, possède une serrure, et cette serrure est ouverte par la clé. Il y en a une petite dizaine dans le cerveau, on en parlera de quelques-unes qui sont assez amusantes. Le glutamate qui sert en permanence et qui vous permet d'être actif pendant le jour. La dopamine qui permet de désirer, d'avoir envie, on en parlera, c'est assez amusant. La sérotonine qui est plutôt calmante, et puis il y en a d'autres, par exemple le GABA qui va mettre au silence tous les instruments de l'orchestre lorsque vous allez vous endormir. Alors la taille du cerveau est quand même grosso modo proportionnelle aux capacités mentales et entre autres aux capacités d'intelligence. Parmi les espèces animales, si vous faites le rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps, c'est l'homme qui est le champion. Mais il y a des espèces qui ont une toute petite tête, comme ce petit perroquet gris d'Afrique, là, qu'on voit sur la droite, et qui a quand même des capacités à résoudre un certain nombre de problèmes, donc il est doué d'une intelligence, et pourtant il a un tout petit cerveau. Le dauphin, parmi les mammifères, c'est peut-être celui qui est le plus proche de l'homme, au niveau du rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps. On peut donner quelques chiffres. En haut, vous avez une petite photo. On ne va pas faire un cours d'anatomie quand même. Enfin, en gros, en bleu, c'est ce qu'il y a devant. C'est le lobe frontal qui se termine au milieu de la tête, tout en haut. À peu près au milieu, un petit peu en arrière, on a le lobe pariétal. Sur les côtés, derrière chacune des oreilles, on a le lobe temporal, qui sont derrière les tempes. Et à l'arrière, on a le lobe occipital. Donc c'est réparti en gros par région. Et puis le cerveau est plissé, ce qui permet d'augmenter la surface du cerveau, qui est très riche en neurones, donc ça augmente la surface. Alors quelques chiffres quand même intéressants. Bon, le poids, soyez rassurés, ça varie de 1100 grammes à 1350, mais ce n'est pas strictement proportionnel à l'intelligence
ou tout au moins aux différentes formes d'intelligence. 90 milliards de neurones, oui, il y a des neuroscientifiques qui ont compté ça, donc ça c'est très précis. 30 000 milliards de connexions, c'est-à-dire lorsque deux neurones se tiennent la main, c'est ce qu'on appelle une synapse, hein, et bien c'est une connexion. Il y en a à peu près 30 000 milliards. Alors celui qui a compté ça, il s'est peut-être plus ou moins trompé à 10% près, mais vous admettrez que ça fait quand même beaucoup. Alors si on déplie la surface du cerveau, ça fait 2000 cm². Bon, 2000 cm², ça fait quoi? Ça fait 3 feuilles de papier 21-27. Les neurones, ils s'en fabriquent pendant la grossesse depuis le 28e jour jusque, disons, la fin de la puberté. Mais au début, c'est très intense, hein, 260 millions de nouveaux neurones chaque jour, et ce qu'on appelle la neurogénèse primaire. Et puis pendant la croissance fœtale, les connexions entre les neurones, alors là c'est vraiment un Big Bang terrible, hein, 1 million de nouvelles connexions par seconde. Soyez rassurés, même à l'âge adulte et même à un âge avancé, au 3e âge ou 4e âge, vous continuez à fabriquer des neurones. Plus de 10 000 neurones par jour. Donc soyez rassurés, on n'en perd pas. On perd des connexions, mais on ne perd pas de neurones. Ces fameux fils, ces axones, ces dendrites qui relient les neurones entre eux, 160 000 km, c'est quand même beaucoup. Alors quand on dit 90 milliards de neurones, on ne se rend pas bien compte. Vous imaginez un petit volume de cerveau qui tiendrait dans un apéricube. Eh bien, on peut loger 30 millions de neurones. Qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment essentiellement du sucre. À peu près un morceau de sucre par heure, ça fait 5 grammes. En équivalent puissance, ça fait 16 watts. Bon, vous voyez, votre ordinateur portable qui consomme de l'énergie, surtout à cause de l'écran, c'est entre 50 et 80 watts. Un cerveau, c'est à peu près 16 watts. Et découverte assez étonnante, toujours parmi ces chiffres, mais je vous rassure, ce sera le dernier chiffre, la maturité du cerveau, c'est-à-dire le fait que les fils sont complètement développés et bien connectés entre les différentes régions, ben ça se termine à l'âge de 25 ans. Donc il faut du temps pour faire un cerveau adulte. Carte du cerveau. À gauche, on a une carte qui a été établie par un neuroanatomiste au début du XXe siècle. Et à droite, on a une représentation grâce à l'IRM par tractographie qui date d'à peu près 5-6 ans, où finalement on a des réseaux, des nœuds, où il y a des échanges, il y a des autoroutes pour transmettre l'influx nerveux assez vite, et puis vous avez des nationales, des départementales, des petits chemins. Bref, vous voyez, ça fait un réseau câblé absolument considérable et très compliqué évidemment à interpréter. Mais on va en tirer quelques informations intéressantes pour montrer que le cerveau commande vraiment beaucoup de choses. Juste une image qui provient d'une fixation des neurones avec des colorants à l'argent sur des coupes de tissu de cerveau. Vous voyez que chez le nouveau-né, ça commence à se former, les connexions. 3 mois après la naissance, c'est un peu plus dense, hein. On voit les corps cellulaires des neurones un peu en toile d'araignée avec ces espèces de petits triangles noirs, et puis les fils entre eux, entre les neurones. Et puis à l'âge de 2 ans, vous voyez que la densité des connexions des fils est plus importante. C'est pour vous montrer que, évidemment, ces connexions démarrent dès le premier mois de grossesse et s'étalent plusieurs années après la naissance, évidemment. Alors, comment se tisse la pensée? C'est vraiment avec les progrès de l'IRM que les chercheurs se sont mis d'accord pour baptiser un nouveau projet qui s'appelle le projet Connectome, c'est-à-dire faire de l'IRM chez des milliers de sujets pour voir un peu quel est le trajet de ces fils qui sont colorés ici et des images reconstituées par ordinateur, où finalement, selon les régions, vous voyez, il y a des fils qui sont en rouge, il y a des fils qui sont en bleu, il y a des fils qui sont en vert, et c'est très très compliqué. Il y a des réseaux à courte distance, et il y a des relations entre les neurones, des connexions qui se forment à plus longue distance. Et comme dit l'un des auteurs scientifiques de ce projet Connectome, Jeff Lichtman, là il montre une toute petite partie, c'est une fraction de millimètre carré de coupe de neurones où on va simplement, une coupe de tissu cérébral, pardon, on va simplement finalement mettre en couleur bleue ces espèces de neurofilaments qu'on trouve à l'intérieur de neurones. Vous voyez que c'est une véritable toile d'araignée. Et comme dit Jeff Lichtman, nous voyons tout, rien ne nous échappe. Le problème, c'est l'énormité de ce tout.
Alors justement, à propos des réseaux, on peut expliquer un peu comment ça fonctionne quand même. Déjà dans les années 60, un neurophysiologiste qui donc s'intéressait à la transmission de ces minuscules courants électriques qu'on appelle l'influx nerveux dans le cerveau, avait démontré que les neurones qui vont s'allumer les uns par rapport aux autres sont connectés ensemble. Et en octobre 2015, il y a une équipe du projet Blue Brain. Alors le projet Blue Brain, ça a pour objectif d'essayer de faire fonctionner, de modéliser sur ordinateur comment les neurones se connectent. C'est évidemment très compliqué. Alors ils ont déjà réussi après 5 ou 6 ans de recherche, puisque le début du projet c'était dans les années 2010. Ils avaient publié un article décrivant la simulation sur ordinateur de la connexion, c'est-à-dire du fonctionnement, de 31 000 neurones d'un cerveau de rat. Alors, c'est déjà considérable, parce que ça fait 40 millions de connexions. Mais vous vous rendez compte de la complexité, ça représente un volume de 0,3 mm3 de matière grise de rat, or dans le cortex du cerveau humain, il y a 400 000 mm3, donc on en est loin. Et puis cette petite image de la grande ours en bas pour montrer que finalement, si on imagine une dizaine de neurones, là, symbolisés par les étoiles de la grande ours, qui se connectent, eh ben, c'est comme si d'un seul coup, en regardant le ciel de la nuit, on était capable de voir un réseau d'étoiles qui apparaît et qui est, par image, bon, bien sûr ici, analogue à ce qu'on peut deviner lorsqu'on regarde les étoiles de la grande ours. Un aspect tout à fait intéressant, là aussi découvert un peu par hasard par des chercheurs un peu fous, vous savez, il y en a plein des chercheurs fous, hein. C'est la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité du cerveau dans certaines régions à d'un seul coup induire la pousse d'un très grand nombre de neurones. Eh bien, c'est le groupe de Fernando Nottebohm qui a observé ça en 80 parce que, comme tout chercheur curieux, il s'est dit, mais comment ça se fait que le canari mâle chante au printemps, on le sait, c'est pour attirer la femelle, mais que cette capacité vocale n'existe pas en hiver et n'existe pas chez le canari femelle. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'est à cause de l'effet de la testostérone, donc une hormone mâle libérée dans le cerveau de ce petit canari, qui va augmenter d'un facteur 3 ou 4 le volume du centre vocal dans le petit cerveau de ce petit animal. Et le volume de ce centre vocal est multiplié par 3 ou 4 au printemps sous l'effet de la testostérone. Et pourquoi son volume augmente? Eh bien, parce que d'un seul coup, il y a des neurones qui poussent. Alors évidemment, les chercheurs lui ont dit à l'époque, ouais, tu nous fais rigoler avec ton histoire de canari, mais chez l'homme, ça m'étonnerait que ça apparaisse. On n'a pas un doublement de la grosse tête au printemps. Eh bien, détrompez-vous, c'est vrai, même si ça touche des petites régions du cerveau qui vont être stimulées par quoi? Eh bien, par le fait de le faire fonctionner. Finalement, le cerveau, c'est un peu comme une pile, il s'use que si on s'en sert. Mais là, il se développe si on s'en sert. Ça a été démontré au niveau du cortex moteur du cerveau des violonistes, mais je rassure les musiciens, ça a été démontré aussi pour la pratique d'autres instruments de musique, où finalement, le centre moteur qui est situé un petit peu en haut, là, au niveau du cortex pariétal, qui fait une fraction de centimètre carré et qui va activer l'agilité des doigts lorsqu'un violoniste utilise son instrument, eh bien, il augmente de volume. Bon, pas beaucoup, 10 ou 15%, si le violoniste s'entraîne régulièrement et pendant plusieurs années, et ça, c'est démontré par IRM. On peut faire la même chose avec un tas de stimulations motrices, et même avec des stimulations de la pensée, comme des exercices de méditation par exemple, ça a été démontré, on peut développer certaines régions du cerveau rien qu'en observant des séances de méditation. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau grossit lorsqu'on l'entraîne, un peu comme un muscle. Justement, donnons des exemples de plasticité. Alors le cortex préfrontal, c'est le cortex qui décide. Je vais initier un comportement, je vais réfléchir, je vais répondre à un problème de maths, à un problème de logique compliqué, c'est le cerveau préfrontal. La vitesse d'exécution de la réponse de cette partie du cerveau est maximale entre 25 et 35 ans. Après, tout ne s'éteint pas, mais ça va un peu moins vite. Mais si vous pratiquez la stimulation régulière, ce qu'on appelle le jogging des neurones, donc vous entraînez vos neurones, eh bien, vous allez améliorer l'apprentissage, la mémorisation. Et plus vous apprenez, et ça c'est bon pour les lycéens qui sont ici,
plus vous stimulez votre mémoire, plus vous allez augmenter votre capacité de mémoire et vous allez constituer une réserve cognitive. Il y a plein de choses dont vous vous souviendrez toute votre vie. Donc il faut apprendre toute sa vie. Évidemment, le repos c'est important, mais aussi la rêverie, parce que ça va changer les rythmes finalement d'échange d'un flux nerveux entre les réseaux, on en parlera un petit peu après, et ça c'est très bon, puisque ça va vous permettre non seulement d'élaguer les choses que votre prof vous a racontées et qui ne servent à rien, et les choses que vous avez soulignées avec votre stabilo vert et que vous allez mieux mémoriser pendant la nuit. Donc ça c'est très important. Ensuite, à l'âge adulte, tout le long de la vie adulte, le système limbique, c'est le cerveau des émotions, devient plastique. Bah oui, plus on accumule les merdes pendant la vie ou les coups durs, plus on est prêt à mieux y résister si de nouveaux coups durs apparaissent. Hein. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la gestion des coups durs, la gestion du stress. Et bien évidemment, plus vous accumulez d'expérience, plus cette résilience, plus cette capacité à faire face à des nouveaux coups durs, qui peuvent être aussi des coups tout à fait sympas, hein, les émotions positives, va se développer. Et puis après 75 ans, voire plus, hein, je ne fais aucune catégorie, aucun tiroir, ça dépend des gens. Souvent, il y a un début de déclin du fonctionnement du cerveau. Vous ne perdez pas de neurones, mais vous perdez des connexions, c'est-à-dire que finalement, ces grands arbres que constituent les neurones de la pensée vont perdre des brindilles, mais rassurez-vous, les troncs restent encore là. Donc c'est des troubles de la mémoire épisodique. Par exemple, cette femme qui ne se souvient plus de ce que lui a dit sa belle-fille 2 jours avant. Ça peut être une perte de mémoire de travail. On ne sait plus faire 4 choses à la fois. C'est déjà pas mal d'en faire 4 à la fois. On n'en fait plus que 3 ou 2. Bon, mémoire de travail. Et puis la vitesse d'exécution. On se rend compte quand on partage un jeu électronique avec son fils ou son petit-fils qu'on va un peu moins vite que lui. Donc ça, c'est la vitesse d'exécution qui diminue avec l'âge. Alors on va parler un peu de la mémoire, ça intéresse beaucoup les lycéens, et puis après aussi, bien sûr, les enseignants aussi, bien sûr, comment mémoriser par avance le cours qu'on va donner. La mémoire, c'est quoi ? Vous le savez, c'est la capacité d'enregistrer, bien sûr, mais aussi de conserver ce qu'on a enregistré et de le restituer, que ce soit le lendemain ou quelquefois 2-3 mois plus tard lorsqu'on passe un concours ou lorsqu'on passe un examen. Donc la mémoire est indispensable bien sûr à tout apprentissage parce qu'elle va permettre une forme de stockage des informations et le rappel de ces informations. Mais finalement la mémoire n'est rien d'autre dans le cerveau que la trace qui reste d'un apprentissage. Et on va voir que au niveau physique c'est plus compliqué. Donc mémoire et apprentissage sont intimement liés, mais la mémoire est associative puisqu'elle va piquer dans le cerveau des sensations. Est-ce qu'elle est associée à un événement particulier ? Dans cet événement, est-ce qu'il y avait des personnes ? Est-ce que ces personnes étaient habillées ? Est-ce qu'il y avait la couleur du ciel ? Est-ce qu'il y avait une sensation gustative à ce moment-là ? Une sensation olfactive ? Donc tout ça est associé et on va reconstruire l'image, par exemple, d'un événement en piquant à droite à gauche des éléments mémorisés. Et comme disent un certain nombre d'auteurs que je vous laisse lire, l'attention c'est le burin de la mémoire. Plus vous faites attention aux documents, aux papiers ou aux cours que vous écoutez, plus vous allez inscrire les faits mémorisés de façon plus solide. Donc c'est pas la peine de regarder son téléphone portable à ce moment-là, ça marchera beaucoup moins bien. En plus, ce qui est très étonnant, c'est que la mémoire est complètement tordu par le cerveau, notamment pendant la nuit ou pendant les moments où vous ne mémorisez pas ou vous remémorisez pas un fait que vous avez entendu ou écrit ou lu. La mémoire du passé n'est pas faite pour se souvenir, alors ça paraît contradictoire par rapport à ce que j'ai dit, mais elle est surtout faite pour imaginer et pour reconstituer le fait mémorisé de façon un peu tordue, ce qui permet de prévenir le futur. Et évidemment, l'apprentissage peut modifier le comportement ultérieur en fonction de ce que vous avez évidemment mémorisé. Alors ça, c'est un petit cours du neurobiologiste que je suis pour les jeunes étudiants. Moi aussi, j'ai des étudiants, mais il y en a aussi dans ce lycée. Les 3 étapes à mettre toujours dans l'ordre. D'abord, l'encodage. Il faut bien capter les informations. Donc, il faut bien écouter, il ne faut pas en écouter de trop. Si vous lisez un texte, il faut égrener ce qui est principal de ce qui est accessoire. Ça sera beaucoup plus facile à mémoriser. Et cette information va être décodée
dans des aires qu'on appelle les aires associatives du lobe temporal. On ne va pas compliquer les choses. Donc l'encodage, il faut être dans de bonnes conditions. Ensuite, la consolidation. Évidemment, c'est la répétition. C'est un terme moyen très efficace, puisqu'on va accélérer la vitesse de connexion d'un certain nombre de neurones dans un réseau particulier. En gros, c'est un peu comme le petit poussé, c'est-à-dire que la première fois, les réseaux de neurones déposent des petits cailloux sur le chemin, et puis après, les neurones se souviennent là où ont été déposés les cailloux, et ça marche beaucoup plus vite pour recommencer à se promener sur ce chemin du stockage des informations. Et puis la troisième phase, qui est la phase de rappel, c'est-à-dire être capable de ressortir les informations mémorisées, capacité à restituer cette information. Et elle dépend, bien sûr, non seulement des stratégies d'encodage, est-ce que vous avez été suffisamment attentif, concentré au moment où vous avez appris, et puis la bonne santé du cerveau. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous faites ça après avoir bu 4 mojitos ou après avoir passé une nuit blanche, c'est beaucoup moins facile. Donc la santé du cerveau, c'est très important. On verra que la santé vasculaire est importante également. Alors c'est comment? Alors il y a plusieurs formes de mémoire. Il y a des mémoires. Donc sans faire un cours de neurologie, de façon extrêmement simple, on va prendre des exemples. Il y a la mémoire qui dépend de la durée du souvenir. La mémoire sensorielle. Vous croisez une jolie femme dans la rue, d'un seul coup, vous sentez cet effluve de son parfum, et pouf, en 2-3 secondes, vous ne pouvez plus mémoriser ce parfum, mais au moins, vous l'avez mémorisé quelques secondes, c'est la mémoire sensorielle. À court terme, c'est la mémoire de moins d'1 minute, moins de 7 items. Grosso modo, maintenant, évidemment, vous appuyez sur votre portable, mais avant les portables, on se disait l'un l'autre, tiens, voilà mon numéro, 06 36 49 64 40 41, et puis il fallait être capable de mémoriser ça avant de l'écrire. Donc ça, c'est possible. Autre exemple de cette mémoire à court terme, c'est la mémoire bien développée par les serveurs dans les cafés, qui, au bout de 3 tables, se souviennent quand même exactement de ce que chacun a commandé. Donc ça peut s'entraîner. Et puis, il y a la mémoire à long terme, la mémoire sémantique, lorsque vous devez apprendre une leçon, un texte, la mémoire épisodique, quand vous devez vous souvenir ce que vous avez fait la veille, l'avant-veille, ou ce que vous avez mangé lors d'un repas il y a quelques jours. Et puis la mémoire procédurale, qui est une mémoire bien inscrite, par exemple la capacité à lasser ses chaussures, la capacité à monter sur un vélo, vous apprenez et ça, elle est bien inscrite dans le cerveau par la suite, c'est la mémoire des gestes. Alors après, les neurologues vous diront qu'il y a une autre façon de voir la mémoire qui dépend de la capacité à restituer les faits ou l'élément mémorisé. Donc la mémoire explicite, c'est être capable de déclarer verbalement un texte que vous avez appris, donc vous utilisez la parole, donc c'est bien explicite évidemment, et elle nécessite un encodage dans le cerveau qui est un peu plus complexe. Et puis la mémoire implicite, vous n'avez pas besoin de raconter comment vous faites quand vous lacez vos chaussures, donc c'est une mémoire qui n'utilise pas les mots. Et puis il y a certaines formes de mémoire qui utilisent le conditionnement émotionnel, qui est beaucoup plus inconsciente, constituée d'automatismes, et qui nécessite souvent un effet d'amorçage, c'est-à-dire qu'il faut vous lancer sur un fait mémorisé pour vous dire « Ah oui, je me souviens du mariage de ma belle-sœur, on avait mangé un gigot d'agneau, c'était très bon. » Donc le fait de vous rappeler rapidement ce fait mémorisé peut être favorisé par le souvenir d'un des éléments du repas, par exemple. La mémoire, c'est où? Je ne sais pas si vous vous souvenez les uns les autres de ce film Les Visiteurs, où évidemment ils sont très étonnés, ils sont obligés de casser la 4L pour essayer de voir où est le bœuf à l'intérieur qui va tirer la voiture. En fait, si vous cassez un cerveau, vous n'allez pas trouver les fables de La Fontaine à l'intérieur. C'est exactement comme si vous vouliez casser une télé pour trouver le présentateur à l'intérieur, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau, en fait, réactive des circuits de neurones dont le trajet est construit lors du premier encodage, lors de la première consolidation du fait mémorisé. Et c'est le rappel du fait mémorisé qui va réitérer l'activation d'un même circuit. Alors, on peut visionner les circuits de la mémoire par des technologies d'IRM, mais on ne va peut-être pas développer ça de façon trop compliquée. Dans la mémoire, il y a une petite région du cerveau qui joue un rôle pas complet, mais très important au départ.
une petite région qui s'appelle l'hippocampe, qui est située dans le lobe temporal, qui est à peu près la taille d'un morceau de sucre, et qui est très importante. On l'use beaucoup, mais je vous rassure, elle refabrique beaucoup de neurones. Alors dans cette petite partie du cerveau, l'hippocampe, parce que c'est finalement une petite partie d'une circonvolution qui ressemble à l'animal marin, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de neurones, et c'est connecté avec les aires sensorielles, avec les aires associatives, avec le lobe préfrontal, avec l'amygdale. Là, ce n'est pas l'amygdale que vous avez au fond de la bouche, hein, c'est l'amygdale du cerveau, qui est très importante parce qu'elle va déclencher une émotion, soit neutre, soit positive, soit négative. Et si vous voulez que votre hippocampe soit dans de bonnes conditions, eh bien, il faut bien dormir. Le problème, c'est que l'hippocampe, on l'use tellement pendant la vie que c'est la première région du cerveau qui s'use avec l'âge et qui s'use de façon tout à fait pathologique dans, vous le savez, cette maladie qui associe des troubles de mémoire très très embêtants pour les malades et qui est la maladie d'Alzheimer. Alors dans l'hippocampe, on a notamment un GPS. On a un GPS, une cartographie des neurones qui se connectent et qui vont reconstituer une carte des chemins que vous avez mémorisés. Et c'est un neurologue anglais qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, qui a décrit ça, lorsqu'il a finalement découvert que chez les chauffeurs de taxi dans les années 70, bon évidemment il n'y avait pas de GPS à l'époque dans les voitures, eh bien les chauffeurs de taxi devaient mémoriser une centaine de rues de Londres par cœur pour avoir leur licence. Et de façon très curieuse, ce qu'a fait ce scientifique, c'est qu'il a démontré un peu plus tard, dans les années 90, que la taille du volume de l'hippocampe des chauffeurs de taxi londoniens était supérieure de 20 à 30% aux gens qui n'étaient pas des chauffeurs de taxi. Donc, ce qui prouve bien que la mémoire de lieu correspond à une région du cerveau qui, comme un muscle, va augmenter de volume. Alors, l'encodage et la mémoire, c'est aussi une question de fréquence. C'est quoi la fréquence ? On imagine ici, on le voit sur cette image, finalement, un banc de poissons. Et puis, vous avez des dauphins en dessous qui vont titiller le banc de poissons. Et d'un seul coup, les poissons vont se déplacer tous exactement en même temps, à la même fréquence. C'est ce qui se passe avec un réseau de neurones qui est activé avec une certaine fréquence. Lorsque vous vous réveillez et que vous êtes très actif, eh bien, vous avez un rythme qui va passer de alpha à bêta. Lorsque vous faites un exercice de maths très compliqué, le rythme d'un certain nombre de connexions dans le cerveau s'allume à une fréquence beaucoup plus grande, 40-50 cycles par seconde. Et puis, lorsque vous rêvez, eh bien, le cycle est plus faible. Et lorsque vous vous endormez, eh bien, le rythme peut être très très faible, de 4 à 8 cycles par seconde. Donc, John Leesman, qui a travaillé d'ailleurs en collaboration avec Stanislas Dehaene, qui est un très bon neuroscientifique français, a montré qu'en fonction du type de mémoire, eh bien, les réseaux de neurones, qui sont analogues un peu à ces bancs de poissons, ces poissons à l'intérieur d'un même banc, qui vont s'activer exactement au même rythme, avec un rythme d'onde cérébrale particulier. Et il a démontré que le rappel du contexte spatial met en jeu des ondes gamma, à peu près 30-40 cycles par seconde, alors que celles qui vont finalement rappeler tous les éléments du souvenir mémorisé utilisent des ondes dont la fréquence est beaucoup plus faible, les ondes θ, mais il faut un couplage entre ces réseaux qui utilisent des ondes différentes pour reconstituer la mémoire dans son entier. Donc ça, c'est toute une science de la fréquence de succession des influx nerveux qui est très importante à connaître. Une partie un petit peu différente, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un cerveau en pleine forme ? Alors, on peut évidemment comparer un petit peu avec ce qu'écrit Dalai Lama. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit, c'est l'essentiel, et pour moi, neurobiologiste, l'essentiel, c'est pas forcément l'état d'esprit, mais c'est l'état de votre esprit, c'est-à-dire de votre cerveau. Donc on l'a dit tout à l'heure, un cerveau, si on compare en puissance, bon, il consomme beaucoup d'énergie, il consomme à peu près 20% de l'énergie produite par le corps, donc c'est quand même pas mal au repos. Au repos, le cœur développe à peu près, c'est un petit moteur, le cœur, 6-7 watts, le cerveau c'est 16 watts. Donc c'est pas mal, vous voyez, c'est à peu près l'équivalent d'une ampoule basse consommation. Et si on compare à un ordinateur c'est à peu près 50-60 watts. Donc c'est pas nul. Et pour ça, il consomme que du sucre.
Rassurez-vous, vous avez tout ce qu'il faut, c'est pas la peine de se bourrer de religieuse pour avoir un cerveau qui fonctionne bien. C'est le foie qui délivre le cerveau, il délivre tout ce qu'il faut au cerveau, 5 grammes par heure. Mais si votre taux de sucre dans le sang baisse, eh bien, vous tombez dans le coma, ce qui prouve que le cerveau s'arrête dès qu'il n'a plus de sucre. Donc c'est vraiment remarquable. Il en consomme presque autant pendant la nuit, parce que pendant la nuit, il va recycler des clés chimiques, et même s'il n'en consomme pas 5 grammes, ça sera entre 3 et 4 grammes. Donc vous voyez, ça ne baisse pas beaucoup. Alors, est-ce que manger une barre chocolatée avant un examen, c'est utile? Toutes les mamans connaissent ça. Maman, je vais avoir ma leçon aujourd'hui, je vais réciter. Ah oui, tiens, prends un petit biscuit au chocolat, ça va te faire du bien. L'explication, elle est connue par les biologistes. C'est que fait une barre chocolatée? Elle va remonter un petit peu le taux de glucose, mais surtout, elle va procurer un plaisir. Elle va activer le centre du plaisir dans le cerveau, et le gamin, ça va lui faire du bien parce qu'il sera moins stressé au moment de réciter sa leçon. Les neurones s'usent et se réparent, et pour ça, il faut s'adapter. Alors, il y a des hormones qui usent le cerveau. On le sait, quand vous êtes bien stressé, là, hein, vous avez couru après votre train, vous avez activé votre rythme cardiaque, et puis votre prof vous a emmerdé, il vous a stressé, ou c'est votre collègue de travail. Donc, vous avez sécrété beaucoup d'hormones du stress, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, et aussi le cortisol. Tout ça, ça use les neurones. Donc, on est bien crevé, et tant mieux, on le verra. Le sommeil, c'est un réflexe absolument physiologique qui vous pousse à vous reposer quand le cerveau a été trop usé. Il y a un effet réparateur. La détente et le sport, ça libère des endorphines. Et les endorphines, c'est des hormones qui libèrent du plaisir. Donc après le sport, vous dites, ça y est, je peux repartir, je suis plus stressé. Oui, ça diminue le stress. La communication. Vous avez été stressé dans la journée, qu'est-ce que vous faites en rentrant? Vous appelez votre copine en vous racontant vos histoires qui vous ont bien emmerdé. Et ça vous permet de libérer de l'ocytocine. Et l'ocytocine vous permet d'être bien avec votre copine ou votre copain. Parce que ça abaisse le taux de cortisol. Ce sont des exemples, mais des exemples qui sont démontrés. En plus, le cerveau libère des neurotrophines, des espèces de vitamines, qui vont réparer les connexions usagées. Et ces neurotrophines sont libérées pendant la première partie de la nuit. Donc c'est important de s'endormir dans de bonnes conditions. Vous libérez des neurotrophines. Et si au moment du début de l'endormissement, vous rappelez tout le stress de la journée, eh bien, le taux d'adrénaline va persister dans le cerveau et vous n'arriverez jamais à dormir correctement. Le sport aussi libère des neurotrophines. Et on l'a dit, donc le sommeil. Et que font donc ces neurotrophines? Elles réparent les connexions et elles permettent d'activer la fabrication de nouveaux neurones et donc de nouveaux circuits. Donc tout est lié. La déprime. Avant la déprime, on a la fatigue intense. Et si on va au-delà de la déprime, c'est la dépression. Alors je rassure, la fatigue intense, c'est normal. La déprime, c'est l'intensité un peu plus forte de la fatigue, et la dépression, c'est anormal, c'est une véritable maladie. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est très fatigué? Il se passe une inflammation dans le cerveau, et cette inflammation va baisser la motivation, c'est-à-dire va réduire la production d'un certain nombre de clés chimiques qui vous permettent d'avoir envie d'agir, ou de vous déplacer, ou de faire quelque chose, ça c'est la dopamine. Et puis un certain nombre de substances chimiques qu'on appelle des acides aminés qui permettent de fabriquer ces clés vont être réduites, vont être diminuées dans le cerveau. Donc ça va diminuer votre humeur. C'est ce qu'on appelle la sérotonine. Si il y a une baisse de la sérotonine dans votre cerveau, eh bien vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous n'avez plus envie de rien foutre. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Et c'est très bien, c'est un mécanisme réparateur. Envie de repos. Donc ce serait un des acides aminés le responsable, qui est précurseur de la sérotonine notamment, dont la baisse du taux diminue dans le cerveau. Et il y a aussi une baisse du taux de dopamine. Alors la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Il suffit d'écouter la chanson interprétée par Johnny qui dit « Donnez-moi l'envie d'avoir envie ». C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour illustrer l'effet de la dopamine. Tous les gens qui foncent ont des circuits à dopamine qui marchent très bien, notamment un certain nombre d'hommes politiques. D'ailleurs, la dopamine ne leur sert pas uniquement qu'à foncer d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas entrer dans ce détail-là. Alors le sport, on en a parlé, ça permet de réparer des connexions. Pourquoi ça fait du bien dans la tête?
Eh bien parce que lors d'une séance de jogging, c'est pas la peine de faire un marathon entier, hein, vous pouvez faire 4-5 km. Dès que le cœur arrive à battre à peu près à 100 par minute, vous libérez de l'adrénaline, ce qui entraîne la production d'endorphines dans le cerveau et vous revenez chez vous et vous êtes absolument réparé, vous vous sentez bien et votre humeur remonte. On ressent une euphorie puisque les endorphines, mais aussi le taux de sérotonine augmente dans le cerveau, ce qui accentue le plaisir procuré. Le cerveau libère aussi l'anandamide. L'anandamide, c'est une espèce de molécule naturelle qui mime l'effet du cannabis. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait renforcer l'anandamide par le cannabis, je n'ai pas dit ça. L'anandamide, c'est tout à fait naturel. Vous en libérez dans 2 circonstances amusantes. Lorsque les effluves d'un bon plat vous arrivent aux papilles, vous sécrétez de l'anandamide. Deuxième circonstance que les jeunes connaissent très bien, l'anandamide est fortement libérée lorsque vous faites un baiser langoureux et que vous mettez la langue pendant plusieurs minutes. Là, c'est sûr, vous libérez l'anandamide. C'est vraiment une hormone du plaisir gustatif. Et puis, lorsque vous faites du sport, à la fin, lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes remotivé puisque l'augmentation de la sérotonine va stimuler la libération de dopamine et ça y est, vous êtes reparti. Donc, vous voyez, tout s'explique dans le cerveau, notamment par l'effet de ces clés chimiques. Alors, quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert par un Américain en 2013. À force de regarder la télé où on voit en bas des pubs bougez plus, mangez moins, il s'est dit c'est curieux, il doit se passer quand même quelque chose. Et il a trouvé effectivement une hormone qu'il a baptisée l'irisine, par analogie à l'iris, la messagère des dieux chez les Grecs. L'irisine, elle est libérée par le muscle lorsque vous bougez, ça a été bien démontré chez la souris et ensuite chez l'homme. Donc bouger, ça veut dire pas aller de son bureau à son pieu ou à son salon, hein, c'est bouger un peu plus. Lorsque vous faites vraiment un exercice musculaire régulier, eh bien le muscle libère l'irisine dans le sang, l'irisine arrive au cerveau, elle libère les neurotrophines et ça répare vos connexions abîmées et ça stimule les clés chimiques du cerveau qui sont utiles à un meilleur fonctionnement. Donc muscle et cerveau, ils se parlent et ils sont vraiment faits pour s'entendre. Donc quand on vous dit bouger, ça ira mieux après pour votre cerveau ou pour tout ce que vous entreprenez, eh bien c'est vrai. Le cerveau aussi est écologiste. Ah, ça c'est très très à la mode évidemment. Figurez-vous que le cerveau trie ses déchets et répare. Alors il y a une espèce de jus qui entoure le cerveau qui s'appelle le liquide cérébrospinal pour le nom académique donné par les médecins. On a à peu près l'équivalent d'un verre dans le cerveau. Ça le protège mais surtout ça circule. Ça circule et ça récupère un certain nombre de déchets. Et figurez-vous que quand vous dormez, mais avec un bon sommeil bien sûr, le cerveau se contracte un petit peu comme une éponge, il se contracte. Et donc les espaces où circule ce liquide sont plus dilatés, ça circule plus vite. Le cerveau, grâce à ce liquide, récupère les déchets, les envoie dans le sang et le sang élimine un certain nombre de ces déchets via l'urine. Parmi ces déchets, on a le peptide amyloïde. Et c'est ce fameux peptide qui est un petit peu hydrophobe, qui a tendance à s'agréger, à former des paquets qui sont néfastes pour le cerveau, qui s'accumulent en grande quantité dans le cerveau des patients atteints d'Alzheimer. Donc si vous ne voulez pas avoir d'Alzheimer, faites pas comme Macron, dormez plus que 3 heures par nuit et vous éliminerez mieux ces fameux déchets qu'on appelle le peptide amyloïde. Oui, mais mieux encore faut-il avoir des vaisseaux en bon état, d'où le risque extrêmement néfaste de l'hypertension. L'hypertension, ça ne fait pas de bruit, soyez rassurés les jeunes lycéens, vous avez le temps, mais vous pouvez dire à vos parents que dès l'âge de 50 ans, il faut vérifier ça de façon tout à fait correcte parce que les artères ont tendance à devenir un petit peu plus rigides, ça entraîne une hypertension et le cerveau, il n'aime pas du tout. Parce que plus les artères sont souples, plus en se dilatant et en se contractant à chaque fois que le cœur bat, eh bien ça va faire un massage du cerveau. Et ça va activer la circulation de ce fameux liquide et votre cerveau s'en portera beaucoup mieux puisqu'il éliminera beaucoup mieux les déchets dont j'ai parlé précédemment. Finalement, on peut faire une matrice que les Anglais appellent SWOT ou que les Français appellent dans toutes les entreprises, ils font ça. Hein. Eh bien, penchez-vous et essayez de regarder la matrice pour votre cerveau. C'est quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces pour le fonctionnement de cet énorme chef d'orchestre que vous connaissez bien maintenant et qui est le cerveau. Les forces, c'est il peut être stimulé très rapidement, mais il faut l'entraîner. Les faiblesses, c'est il faut faire attention de ne pas négliger le repos et le sommeil.
Les menaces, c'est les addictions dues à un tas de drogues. Et évidemment, le stress, qui, lorsqu'il est répété, va entraîner une menace pour le fonctionnement des connexions. Et puis, dans ces menaces, on a les effets de l'alcool, évidemment, et aussi des inflammations à bas bruit du cerveau qui sont très mauvaises. Alors, parmi les agents qui peuvent procurer un excès d'inflammation dans le cerveau, j'en retiendrai que 2 qui sont très étudiés actuellement. C'est le surpoids, par exemple. Ben oui, le surpoids, on dit oui, vous avez que quelques kilos en trop. Hein, vous écoutez cette espèce d'horrible pub à la télé qui s'appelle Comme j'aime et qui vous raconte que c'est pas grave si vous arrêtez pas, si vous n'arrivez pas à la limite, c'est faux. Dès que vous avez un surpoids, vous fabriquez des signaux inflammatoires qui vont abîmer votre cerveau. Et puis, les deuxièmes signaux inflammatoires, ça vient des espèces de bactéries qu'on a dans l'intestin, le microbiote. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Si votre microbiote est en bon état, eh bien, il enverra beaucoup moins de signaux inflammatoires au cerveau. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu que le cerveau est en perpétuelle sollicitation. Il utilise finalement dans son orchestre un certain nombre de clés chimiques qui vont jouer une musique chacun leur tour. On l'a vu, la dopamine pour désirer, l'ocytocine pour être bien ensemble, ou encore la sérotonine pour sentir son humeur très positive. Et tout ça détermine nos comportements. Il doit être utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut respecter cette triade, le faire fonctionner pendant la journée, lui ménager des périodes de repos et de sport pour réparer les connexions, et puis profiter d'un bon sommeil pour permettre de remettre tous ces circuits en bon fonctionnement. Pour ça, on a des capacités très importantes, la mémoire, l'intelligence, j'en ai pas parlé, mais grosso modo, on a différentes formes d'intelligence. Évidemment, il y a des gens qui sont très doués pour parler ou pour utiliser la grammaire, et dès que vous leur donnez un tournevis, ils ne savent pas l'utiliser. Donc il y a plusieurs formes, évidemment, d'intelligence. Donc le cerveau doit être ménagé pour préserver le fonctionnement de ces circuits. Et pour terminer, ça a été très très bien prouvé, notamment chez les rongeurs, chez les souris au laboratoire, le cerveau est un organe de luxe. Il est habitué à l'opulence. Donc évidemment, si vous vivez au fond d'une cave pendant 3 semaines sans aucune sollicitation, il va finir par s'abîmer, c'est logique. Donc le cerveau, il faut l'habituer aux stimulations et à un milieu extrêmement riche. Donc pour terminer, voilà, j'ai mis un peu tout ça. Si vous voulez aller plus loin pour en savoir plus, comme on dit, j'ai écrit 2 livres. Un qui est un peu plus ancien chez Odile Jacob en poche, qui s'appelle « Les clés de son développement et de sa longévité, le cerveau », et un plus récent, 2016, qui s'appelle « Les nouveaux territoires du cerveau ». Je vous remercie et j'espère que si vous avez des questions, je pourrai répondre peut-être ponctuellement à un certain nombre d'entre elles. Merci beaucoup.